je me présente, je suis Mamadou Barassan, je suis un formateur consultant Cisco Huawei. Je suis le fondateur et CEO du centre de certification 3C, Certification Coaching Center, qui est un centre de formation de coaching spécialisé dans les métiers du numérique. Alors, pour vous dire quelques informations autour de 3C, 3C est le challenger de la formation professionnelle et technique en Afrique. C'est ça notre vision. En réalité, on est là pour changer la donne. On est là pour rendre accessible la certification. On est là pour montrer qu'il y a un système qui est là de formation, d'éducation qui peut coûter moins d'argent et d'énergie et qui peut au moins garantir des compétences qui sont en phase avec l'évolution du marché. Donc, on est le tout premier cabinet au Sénégal accrédité ICDL, International Certificate in Digital Literacy, donc tout ce qui est certification des compétences bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, collaboration en ligne. On est aussi le premier cabinet en Afrique francophone accrédité Digital Marketing Institute. Pour toutes ces personnes-là qui veulent se certifier en marketing digital, on a la capacité de les accompagner. On a un centre Person View pour ceux qui veulent passer des examens de certification. On a une académie Cisco. On est partenaire PICB pour tout ce qui est certification ISO 27001, 9001 et j'en passe. Donc ça, c'est entre autres accréditations dont on dispose. Je rappelle aussi qu'on est un opérateur agréé d'ONFP pour ceux qui sont du Sénégal, Office national pour la formation professionnelle. On est aussi agréé 3FPT et 3FPT finance jusqu'à 90% les projets de formation des apprenants individuels, mais surtout aussi des entreprises. Aujourd'hui, jusqu'au 30 juin, vous pouvez bénéficier de 100% de prise en charge si vous êtes une entreprise pour la formation de votre groupe. Alors, donc ça, c'est un peu par rapport au cabinet. Par rapport à moi-même, je suis un formateur accrédité Cisco depuis, je dirais, 2009. J'ai commencé avec une académie Cisco, c'était au Caire. Après 2 ans, j'ai rejoint Global Knowledge. J'étais à cheval entre Dubaï et Caire pendant un moment, avant de revenir au Sénégal d'une façon définitive. Donc, j'ai continué à travailler avec eux. J'ai couvert pas mal de séminaires de formation dans la sous-région, je dirais. Donc, j'ai fait au moins plus d'une dizaine de villes africaines pour animer des sessions de formation Cisco. Donc, c'est en 2017 précisément qu'on a mis en place 3C. Et voilà quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer un peu la donne. Alors, sans plus tarder, on va attaquer le vif de notre sujet. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité LAN, OK? Et quand on parle de la sécurité LAN, c'est surtout la sécurité niveau 2. OK? Donc, comme on l'avait indiqué dans les vidéos et dans la page d'inscription, donc ça va tourner l'agenda autour déjà d'un petit rappel du fonctionnement du niveau 2. Parce qu'en réalité, sécuriser son réseut commence par le maîtriser en réalité. Donc, une bonne maîtrise du réseau déjà, pour moi, c'est un garant de sécurité. Donc, à part ça, on va directement attaquer les différentes attaques. On va attaquer les attaques, d'accord, qui peuvent avoir lieu au niveau 2 et quelles peuvent être les contre-mesures. Donc, il y aura des attaques MAC sur le DHCP, ARPS, TP et VLAN. Et au-delà de ces exemples-là, on pourra peut-être, si le temps nous le permet, élargir la discussion sur d'autres points. Donc, si vous êtes OK, vous pouvez juste me faire signe dans le chat. Si vous avez une question, vous pouvez m'écrire directement sur le chat. Donc, je marque une pause d'1 minute pour ceux qui veulent dire quelque chose. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Si le son est optimal, veuillez juste lever votre main ou dites-moi OK dans le chat. OK, excellent. Donc, on reçoit à 5 sur 5. Merci bien. Alors, les gars, on va commencer par dire pourquoi c'est important de sécuriser son niveau 2. Alors, on se souvient tous du modèle référentiel OSI, Open System Interconnection. Dans le fonctionnement de OSI, chaque couche dépend des services, n'est-ce pas, que la couche qui est en bas lui offre. Cela veut dire aujourd'hui, en aucun cas, la couche Data Link
OK, attendez, je retire mon... C'est-à-dire, il n'y a aucune possibilité, par exemple, pour cette couche data link de fonctionner si jamais on a des soucis au niveau de la couche physique. D'accord? La couche session ne va jamais fonctionner si jamais il y a des soucis au niveau de la couche network. Donc, cela veut dire aussi simplement quoi? Que si jamais on a un problème de compromission au niveau de la couche 2, c'est-à-dire si un attaqueur arrive à avoir la main sur la couche 2, cela veut dire qu'il a un total accès à ton système. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de penser à sa sécurité. Généralement, quand on parle de sécurité réseau, on pense au firewall, on pense aux utilisateurs externes, mais en réalité, il est aussi important de regarder du côté inside, de voir vraiment les personnes qui sont à l'intérieur de son réseau. Alors, comment le niveau 2 fonctionne? Vous vous souvenez, hein, dans le niveau 2, on a un switch, le switch comme équipement qui avait remplacé après les bridges le hub. Donc, comment un switch résonne? Tout à l'heure, on va le voir. C'est un équipement de niveau 2 qui a une table qu'on appelle Layer 2 Table ou MAC Table ou CAM Table. Dans cette table-là, il renseigne les adresses MAC et en réalité les ports connectés à ces adresses MAC-là pour que quand il reçoit du trafic, qu'il puisse prendre la bonne décision en regardant l'adresse MAC de destination. Maintenant, le problème du CAM Table, c'est que c'est une table qui a aussi une taille. Cela veut dire que ce n'est pas d'une façon infinie. On renseigne d'une façon continue les informations parce qu'en réalité, au tout début, cette table-là, il faut dire que c'est une table vide. Donc, un switch au tout début, quand il reçoit du trafic, son raisonnement, c'est le même raisonnement d'un hub. Il ne connaît pas encore où se trouvent les destinataires. Donc, en réalité, quand il reçoit quelque chose, naturellement, il balance à tout le monde. Donc, avec le temps, avec le trafic qui entre, le switch, il construit sa table de commutation. Donc, on a tendance à dire que le switch construit la table de commutation, la table MAC, à travers les trames entrantes. Cela veut dire quoi? On regarde l'adresse MAC source, on regarde par quel port cette adresse MAC source est venue. Donc, par exemple, ici, si on était le port 1, il y a un PC ici qui a comme adresse MAC 00F1, j'ai dit n'importe quoi. Par exemple, ici, un autre PC avec 00F2 sur le port 3 ici. Donc, ce qui se passe, c'est que si les deux PC communiquent, naturellement, l'adresse MAC source de la trame sera 00F1 vers le 00F2. Donc, si le switch reçoit cette trame au niveau du port 1, naturellement, ce qu'il va dire, c'est OK, sur le port 1, alors, j'ai une adresse MAC qui est le 00F1. C'est bon? Ça, c'est la toute première chose à faire. Donc, à chaque fois qu'un switch reçoit une trame, la première chose, c'est quoi? Je renseigne ma table. Maintenant, une fois la table MAC renseignée, après, le switch cherche à acheminer la trame vers la destination. Donc, il se demande, OK, 00F2, où est 00F2 dans ma table de commutation? Et là, il se rend compte que cette information n'est pas sur la table de commutation. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Donnez-moi la réponse en commentaire sur le chat. Si le switch reçoit une trame dont la destination n'est pas sur la table de commutation, quelle va être sa décision? Mettez-moi la réponse sur le chat. Un switch reçoit une trame, la destination MAC sur la trame n'est pas sur la table. Il va faire diffusion, j'ai vu flooding. Y a-t-il une différence entre flooding et broadcasting? Est-ce qu'il y a une différence entre dire que le switch a fait du broadcasting ou bien le switch a fait du flooding? Donnez-moi votre avis. Alors, quand on parle de broadcasting, en réalité, on parle généralement de l'émetteur, quoi, de n'importe quel équipement réseau qui veut parler à tout le monde. Ça, on l'appelle du broadcasting, un message qui est destiné dès le départ à tout le monde. Par contre, le flooding, c'est une opération sur le switch qui s'agit d'envoyer la trame par toutes les interfaces, excepté l'interface d'entrée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un flooding. En réalité, quand un switch reçoit une trame, il a 3 décisions à prendre. On les appelle les 3Fs decisions. Donc, laissez-moi écrire ça. 3Fs decisions. Les décisions 3F. Donc, un switch, quand il reçoit une trame, a 3 décisions possibles et toutes les décisions commencent par la lettre F. La première, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est le flooding.
Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon marqueur. Donc, il y a le flooding, on l'a dit tout à l'heure, c'est je prends la trame, je la sors par tous les ports, excepté le port d'entrée. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle le forwarding. Le forwarding, c'est quoi? Je sors la trame par un seul port, qui est le port de destination. Et cela arrive quand est-ce? Quand l'adresse MAC de destination est sur la table. Alors, mettez-moi dans le chat la troisième possible décision. Ah, il y a Idrissa là qui me l'a sorti, le filtering. Merci bien, Idi. Le filtering, alors, c'est quoi du filtering? What's wrong with my... Le filtering, c'est quoi? Le filtering, c'est le fait que le switch prenne la décision de ne pas transmettre la trame, de l'écraser. De son propre gré, il dit, OK, ça c'est une trame, non, je ne l'achemine pas. Selon vous, dans quel cas de figure un switch prend la décision de ne pas transmettre la trame? Donc, je regarde le chat, ce que les gens pensent. Les autres, allez-y, mettez dans le chat ce que vous pensez du filtering. C'est quoi? ACL, OK, oui. Est-ce qu'un switch peut avoir sur son, au niveau d'une access list? Oui, il y a ce qu'on appelle les port access list, les gars, qui n'ont rien à voir avec les access lists IP. Donc, il y a ce qu'on appelle les port access list, les PACL. Il y a aussi les VLAN access list, les VACL. C'est bon? Donc, si un switch a un PACL, un VACL, un VLAN access list ou port access list sur son port, il peut ne pas acheminer la trame parce que l'access list lui dit cette trame-là n'a pas l'autorisation d'entrer par ce port. Avec le port security, pareil. Maintenant, au-delà de ces histoires de filtering, je dirais de access list, de firewalling, il arrive aussi qu'un switch prenne la décision d'écraser une trame normale. Et cela arrive quand est-ce? C'est quand l'adresse MAC source, écoutez bien, et l'adresse MAC de destination de la trame, quand les deux adresses MAC sont liées au même port. Et comment cela peut arriver? On va revenir un peu ici sur notre exemple de tout à l'heure. Donc, je vais un peu mettre de l'ordre. OK. Voilà, donc je mets un peu de l'ordre ici pour qu'on comprenne mieux le filtering. Donc, admettons, je remets, OK. C'est pas ça. C'est le stylet. Voilà. J'ai un switch ici. D'accord? Le switch, il est connecté à un hub sur son port 3. D'accord? Le hub, il est connecté à deux PC. Les PC ont comme adresse MAC 1F, 2F. De ce côté-là, on a un troisième PC qui a comme adresse MAC 3F. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la table de commutation de ce switch? Comment il va renseigner les informations liées aux adresses MAC? Dans la table de commutation, simplement, le switch dira, parce que si ce PC-là communique avec, par exemple, celui-là, ce qui se passe, c'est quoi? Quand le hub reçoit, de toute façon, il va faire du flooding. Donc, cela veut dire que une trame envoyée par le PC 1F sera reçue par le port 3, de même que par le PC 2F. Donc, simplement, on dira 2F, 1F, ils sont tous liés au port 3. D'accord? Et ensuite, le port 1, bon, ici, admettons que c'est le port 4. Le port 4 est lié à l'adresse MAC 3F. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui si ces deux PC-là communiquent, comme j'ai dit tout à l'heure? Sachant que dans la table de commutation du switch, leurs deux adresses MAC sont liées au même port, qui est le port 3. C'est bon? Donc, ce qui se passe, quand une trame est envoyée, la source sera 1F, comme on l'a dit, la destination sera 2F. Le switch regarde sa table de commutation et voit que la source et la destination sont directement liées au même port. Dans ce cas de figure-là, est-ce que le switch va retourner la trame au hub, ce qui va créer une certaine boucle? Non. Parce que déjà, en quittant ce PC, la trame avait déjà atteint sa destination à travers le hub. Parce que le hub, il a envoyé à tous les ports. Donc, l'autre copie qui va aller dans le sens du switch n'a aucune chance et aucun intérêt même de revenir sur le hub. Parce que revenir sur le hub voudra dire créer une certaine boucle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dans ces cas de figure-là, le switch, il prend la décision du filtering. C'est clair?
Alors, donc ça, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur le remplissage de la table de commutation. Maintenant, est-ce que les informations sur la table de commutation y restent d'une façon continue ou bien les informations sont là pour une durée bien déterminée? C'est bon? Les informations sur la table de commutation sont là pour combien de temps, les gars? Dites-moi. Les adresses MAC restent dans la table de commutation combien de temps? Je veux voir ce que les gens pensent. Il n'y a que Idrissa qui écrit, hein? Les autres. Une adresse MAC reste dans la table de commutation pendant combien de temps? Je vais vous donner encore 30 secondes. Ça nous reste 15 secondes. Personne n'a l'élément de réponse. Déjà, le temps, 5 minutes. Merci bien. Excellent, Pape Alassane. Donc, c'est 300 secondes, les gars. C'est ce qu'on appelle le aging time, les gars. Le aging time. C'est bon? C'est la durée, le temps que les paquets vont mettre, pas les paquets, je voulais dire les adresses vont mettre dans la table de commutation. Alors maintenant, comme la table de commutation, c'est une table qui a une limite, qu'est-ce qui va se passer, les gars, si le switch épuise tout l'espace de sa table de commutation? Donnez-moi votre avis. Je suis un switch, ma table de commutation, elle est totalement remplie. Quel est l'impact dans le réseau? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Si c'est une mauvaise chose, pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver à ce switch si sa table MAC, son CAM table, son MAC table, son layer 2 table, son switching table était rempli? Qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas une chose, il voulait dire oui, pas moi. Pourquoi? Il va créer une boucle. Ça, c'est un avis intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi ça aurait créé une boucle? Les autres aussi, donnez vos avis. Quand la table de commutation du switch est full, quel est l'impact dans le réseau? Alors, l'impact dans le réseau, c'est que le switch va commencer à... Exactement, saturation. Le switch va être comme simplement un hub. Cela veut dire qu'il commence à faire du flooding sur n'importe quel trafic qu'il aura reçu. C'est en fait ça. C'est bon? Donc, quand la table de commutation est full, donc tout ce qu'on reçoit, on va être obligé de le renvoyer à tous les ports. Et si on l'envoie à tous les ports, cela veut dire simplement que s'il y a un attaque quelque part sur un port, il va recevoir aussi le trafic, par exemple, destiné à une autre personne. C'est bon? En réalité, le switching empêche, par exemple, moi qui suis sur le port 1, de savoir ce qui se passe sur le port 2, à moins qu'on fasse ce qu'on appelle le spanning. Ça n'a rien à voir avec le spanning tree. Je parle du port spanning, qui est le port mirroring. Je peux demander à Switch de m'envoyer des copies des trames qu'il aura reçues sur un port vers un autre. Par contre, dans le fonctionnement normal des choses, cela est impossible à moins que la table MAC soit remplie. C'est bon? Alors maintenant, y a-t-il une manière de remplir la table MAC à travers une attaque de sécurité? Oui. C'est bon? C'est ce qu'on appelle le MAC flooding. Donc, l'une des premières attaques dont on a parlé aujourd'hui, c'est une attaque qui a comme objectif en sécurité de remplir la table MAC du switch. C'est bon? À travers quoi? À travers des adresses MAC fictives. Donc là, par exemple, le gars qui est assis ici, il envoie au moins tout ce nombre-là, 132 000 adresses MAC qui sont toutes des adresses MAC fausses, avec comme objectif de rendre la table de commutation full. Et la solution sera quoi? En fait, je veux dire, la réaction du switch après sera quoi? Qu'il envoie tous les trafics à tout le monde, donc y compris lui-même l'attaqueur. C'est bon? Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'IT pour empêcher cette attaque-là? C'est à travers ce qu'on appelle le port security. C'est bon? Donc, dans le port security, déjà, par défaut, on est limité à combien d'adresses MAC si on configure le port security? Oui, il dit comment l'éviter. Oui, on l'évite avec le port security. Ken. C'est bon? Donc, avec le port security,
Serait-il possible à la fin d'avoir la vidéo? Oui, d'accord. On va vous envoyer aussi le replay par mail, Inch'Allah. C'est bon? Donc, comment on active le port sécurité? C'est simple, hein? Interface, blablabla, le nom de l'interface, switch port sécurité. Déjà, maximum, c'est une seule adresse MAC, mais on peut quand même définir un nombre à travers switch port sécurité maximum. Par exemple, on peut être dans un bureau où on a, on peut être dans un bureau. Qu'est-ce qui se passe là? OK. On peut être dans un bureau où on a un petit switch ici ou bien un petit équipement de niveau 2 anyway qui est connecté à 2 PC. Peut-être il y avait une seule prise et il y a par exemple 2 collaborateurs alors que le port sécurité y est configuré. Dans ces cas de figure-là, si le port sécurité n'est pas configuré avec 2 adresses MAC au moins, donc il n'y aura qu'un seul PC qui pourra communiquer via ce port. Donc dans ces cas de figure-là, il est recommandé de définir le nombre maximum d'adresses MAC, donc en faisant switch port sécurité maximum 2. Alors, ça c'était les étapes qui peuvent être liées à la table, à la CAM table. Le DHCP, c'est bon, on connaît tous son fonctionnement, on connaît tous son intérêt. Le DHCP, c'est un mécanisme qui me permet de me faire allouer une adresse IP d'une façon automatique. Alors les gars, donnez-moi, avez-vous une idée de qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème lié au DHCP? Je sais que beaucoup de gens souffrent du problème du DHCP. Je pense que pas plus tard que, je pense il y a 2-3 semaines, il y avait un collaborateur, un ancien alumni, je voulais dire de 3C, je pense rentré au Bénin ou au Togo, qui dans son entreprise avait un petit problème. Et le problème c'était quoi? C'est qu'il y avait des DHCP qui avaient été activés. Je ne sais plus, c'était soit avec des applications que les gens avaient installées, ou en tout cas, le son, un petit souci. Alors les gars, est-ce que vous m'entendez bien? Le son, il est bon? Je peux mettre mes écouteurs, hein, si jamais... Ah, c'est super. D'accord, cool. Alors, donc, je disais, le gars, ils avaient un problème. Ils avaient un problème de DHCP. En tout cas, il y avait un serveur DHCP qui donnait des adresses IP et malheureusement, c'était des adresses IP qui n'avaient rien à voir avec la plage du réseau. Genre, on est dans le réseau 192.168.10, le DHCP distribué des 172. C'est bon? Et le résultat, ça va être quoi? C'est ce qu'on appelle le DOS, le Denial of Service ou bien le déni de service. Alors, donc, comment on fait pour empêcher cela d'arriver? Donc, on fait un petit rappel du fonctionnement du DHCP. Le DHCP fonctionne selon ce qu'on appelle le DORA. Le DORA, ce n'est pas le nom d'une jeune fille, hein, c'est les 4 phases du fonctionnement du DHCP. Quand un client veut une adresse IP, il est là, il a une carte réseau connectée, mais il n'a pas d'adresse IP. Il envoie une requête qu'on appelle le discover en broadcast, en diffusion. Genre, qui est le serveur DHCP ici? S'il te plaît, je veux une adresse IP. Ce message-là a comme source le 0.0.0.0, comme destination 255 4 fois. Au niveau 2, l'adresse MAC du client sera la source et la destination, naturellement, sera F 12 fois. C'est bon? Alors, si le serveur DHCP reçoit ce message, donc cela veut dire quoi? Que cette requête peut être entendue par tous les serveurs DHCP du réseau. Donc, si jamais il y en a plusieurs, ils vont tous recevoir le message parce que c'est un message de broadcast. Donc, le serveur va faire quoi? Il va faire une offre lui disant, ah, moi, je te propose ces adresses-là. Je te propose, par exemple, ici, sur cet exemple, je te propose le 10.10.101. En unicast parce qu'il a l'adresse MAC du client déjà. Et si le client est partant, il confirme avec le request. Mais souvenez-vous, regardez bien ici, souvenez-vous que la requête était broadcast, mais ici, normalement, le client, il a l'adresse MAC du serveur. Il avait la possibilité de communiquer avec lui en unicast, mais il insiste toujours de faire du broadcasting pour faire entendre aux autres serveurs DHCP, peut-être qui auraient fonctionné comme étant des serveurs backup, que, guys, je viens
d'avoir la requête pour l'adresse IP 101, par exemple, du serveur tel, pour que les autres serveurs qui avaient la même plage à distribuer ne distribuent plus le 101 pour éviter des conflits d'adresse. C'est la raison pour laquelle la requête ici, elle est toujours en broadcast. Et ensuite, si tout est bon, le DHCP fait un accusé et fait ce qu'on appelle un binding. C'est bon? Ça, c'est le fonctionnement du DHCP. C'est bon? Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est quoi? Les messages qui viennent du DHCP sont le discover et le offer. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les attaques qu'on peut avoir à ce niveau? La première attaque qu'on peut avoir avec le DHCP, c'est ce qu'on appelle le starvation attack. Le starvation, en anglais, starving, veut dire avoir faim. I'm starving, OK? Donc, starving, c'est quoi? Le fait d'affamer le DHCP. Le fait d'affamer le DHCP, c'est lui soutirer toutes les adresses IP disponibles de sa plage. OK? Alors, si jamais je parviens en tant qu'attaquant, en changeant à chaque fois mon adresse MAC source, de prendre toutes les adresses IP qui avaient été disponibles au niveau du DHCP, quel sera le résultat? Les autres PC du réseau, ils vont avoir quelle adresse IP? Mettez-moi la réponse en commentaire. Si tu meurs de faim, donc il y a un starving, salut. Alors, si le DHCP meurt de faim parce qu'on aurait déjà pris toutes ces adresses IP, un client qui arrive, qui demande une adresse IP, qui n'en trouve pas, va utiliser quelle adresse? Donnez-moi la réponse en commentaire. 169.x. Donne-moi aussi la valeur du deuxième octet. Je sais que c'est 169. Les gens vont utiliser le 169.254 qu'on appelle APIPA, Automatic Private IP Address. Donc, si on se retrouve avec les 169, merci bien Carlos. Donc, cela veut dire simplement que le DHCP n'est pas fonctionnel. Donc, ça, c'est un peu le starvation. Donc, le fait de changer des adresses MAC, et naturellement, sans même que je vous demande, si on arrive à traquer ceux qui changent d'adresse MAC, on pourra au moins avoir une solution par rapport au starvation attack. Donc, on continue pour les autres attaques liées au DHCP toujours. Alors, what's wrong with... OK. Deuxième problème, et c'est le problème le plus sérieux ici, c'est avoir une usurpation du serveur DHCP, ce qu'on appelle le DHCP spoofing. Ça arrive tous les jours dans les réseaux respectifs des uns et des autres. Ça peut être une petite application. Par exemple, j'ai une application qui peut servir de serveur TFTP. Je ne sais pas si vous connaissez. Une petite application qui nous permet de sauvegarder, de centraliser la sauvegarde et tout. Mais dans l'application, il y a un onglet DHCP. On peut l'activer sans même pour autant le savoir. C'est bon, on a un petit modem quelque part qu'on branche dans le réseau qui a un serveur DHCP. Malheureusement, qui peut contrecarrer le serveur DHCP qui est dans ton réseau. Donc, pour créer des problèmes de DOS dans le réseau. Donc, dans ce cas de figure-là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le client, il est là, il fait une requête et ce bonhomme va répondre. C'est bon? À la place du vrai serveur. C'est bon? Et quand il répond à la place du vrai serveur, peut-être son objectif, c'est quoi? Regarde, il peut lui donner une adresse IP, mais il lui donne comme passerelle sa propre adresse IP. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle un MIMA en sécurité, ou bien man in the middle attack. Donc, il veut que le client lui envoie les paquets et que les paquets passent par lui et il envoie lui au vrai routeur, par exemple, à la vraie passerelle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un man in the middle attack. Ou bien, s'il veut simplement lui faire du DOS, genre lui rendre le service non disponible, il peut simplement lui donner une adresse IP qui n'est pas de la plage de son réseau. Alors, comment on gère ce problème? Quelle est la solution? La solution, tenez-vous bien, c'est le DHCP snooping. Donc, je regarde un peu le chat. Voilà, donc il y a Moustapha qui demande qu'est-ce qu'une adresse APIPA. APIPA, c'est Automatic Private IP. Donc, c'est une adresse IP que la machine utilise d'une façon temporaire pour pouvoir communiquer avec les équipements de son réseau local, je dis bien. Il ne va pas aller au-delà de son réseau. Donc, je vais répondre après à ces questions-là à la fin, d'accord? Donc, revenons à notre sujet. Il y a quelqu'un qui a activé son DHCP.
Ou bien, au bureau, on me fatigue. Les gens reçoivent des adresses IP qui ne viennent pas de mon serveur DHCP. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux activer un mécanisme qu'on appelle le DHCP snowping. Le DHCP snowping fait quoi? Il a la capacité de désigner des ports trusted et des ports untrusted. Un port trusted, c'est un port qui est autorisé à faire du offer and acknowledgement. Souvenez-vous de DORA. Discover, offer, request plutôt, and acknowledgement. C'est bon, le client envoie. Discover, le serveur répond par offer, request, act. Donc, si jamais, par exemple, un port untrusted essaie de répondre à une requête DHCP, le switch va simplement bloquer ce port. C'est bon? Et la bonne nouvelle, c'est que quand on configure le DHCP snowping, on va juste aller sur le port trusted et on lui dit tu es trusted. Et donc, tous les autres ports qui n'ont pas cette ligne de commande, la ligne de commande, elle est là, hein? IP DHCP snowping, c'est vraiment simple comme ligne de commande. IP DHCP snowping, trust, comme ça le port est désigné comme étant un port trust. Mais par contre, il va falloir, dans le global configuration, d'activer déjà le snowping avec IP DHCP snowping que vous voyez ici. OK? Vous voyez ici. Et ensuite, on l'active sur les VLAN concernés. D'accord? Alors, pour limiter, pour le problème du starvation dont on a parlé tout à l'heure, celui qui change l'adresse d'adresse MAC tout le temps pour me prendre toutes mes adresses IP, on lui configure sur ces ports-là cette ligne de commande. IP DHCP snowping limit rate. Je limite, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez Kali Linux. Qui connaît Kali? Donc, je vous recommande vraiment d'aller, après je vous mettrai le lien sur le chat. Installez après Kali, vous pouvez vous-même avec GNS3 tester toutes ces attaques-là, n'est-ce pas, pour voir réellement comment le fonctionnement de ces attaques est fait. Et ensuite, vous pouvez activer le limit rate. Parce qu'en réalité, pourquoi ici limit rate, c'est 10 paquets par seconde? Parce que pour que je puisse prendre toutes les adresses IP, en réalité, les requêtes se font d'une façon très rapide. En fait. Donc, ça, c'était un peu pour le DHCP snowping. Donc, on passe au ARP attaque. ARP, comme on le sait, c'est quoi? Adresse, c'est pas APR, hein? C'est ARP, Address Resolution Protocol. Donc, l'Address Resolution Protocol, comme on le comprend, c'est le fait de translater les adresses de niveau 3 à des adresses de niveau 2, l'adresse IP à l'adresse MAC. Ce qui se passe, le fonctionnement du ARP, c'est que moi, quand je communique avec quelqu'un dont j'ai l'adresse IP et pas l'adresse MAC, j'envoie un message de broadcast, je dis, guys, qui a cette adresse IP-là me répond avec son adresse MAC. Mais le problème, quelqu'un d'autre peut répondre à la place. Imagine, par exemple, je veux atteindre le 10.1.1.4 pour lui envoyer quelque chose. Son adresse MAC, c'est MAC A, mais ce bonhomme, ce monsieur-là répond à sa place. Il dit, je suis le 10.1.1.4. Et quand il fait ça, moi, dans ma table ARP, vous pouvez consulter votre table ARP avec ARP-A, en réalité, sur votre PC. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui avait été destiné à ce PC, malheureusement, va être envoyé à celui-là. C'est bon? Maintenant, comment on peut gérer ce problème-là? On peut gérer ce problème avec ce qu'on appelle le DAI ou bien le Dynamic ARP Inspection. Le Dynamic ARP Inspection, en réalité, il utilise le DHCP snowping dont on a parlé tout à l'heure. OK? Le DHCP snowping, il faut le concevoir déjà comme étant un paquet, les gars, un paquet de solutions liées aux attaques sécurité niveau 2. Donc, ça peut régler le problème du starvation, ça peut régler le problème de l'usurpation, mais ça peut aussi régler le problème d'usurpation de ARP, mais aussi d'usurpation même d'adresse IP. Comment cela fonctionne? En réalité, comme le DHCP a le mappage des adresses IP et des adresses MAC, donc, par exemple, quand on regarde dans le serveur DHCP, naturellement, le serveur DHCP sait que le 10.1.1.4 équivaut à l'adresse MAC 4, parce que c'est lui qui avait octroyé cette adresse IP. Donc, si on se réfère à cette table-là, si jamais quelqu'un d'autre, par exemple, si on prend ici l'exemple 10.124.10, son adresse MAC, c'est 0003. Si quelqu'un d'autre
essaie de répondre à une requête ARP envoyée à 4.10 alors qu'il n'est pas le 0003 comme adresse MAC, le switch va savoir que ça, c'est une façon de faire de l'usurpation. Il va bloquer le port. De la même manière, hein, aujourd'hui, je fais des ACL pour bloquer certaines adresses IP. Quelqu'un vient, il change son adresse IP pour contourner mon access list. OK? Qu'est-ce que je peux faire? Toujours en utilisant le DHCP snooping avec ce qu'on appelle IP source guard, on peut aussi limiter ce genre d'attaque. C'est bon? Alors, jusque-là, y a-t-il des questions? Il dit que l'écran n'est pas partagé, les gars. Vous voyez bien mon écran? Ah, très bien. Donc, peut-être tu peux te déconnecter, te reconnecter. OK? Sinon, si tu as du mal, en fait, tu peux directement aller sur Coaching Center. .net/webclass. Je pense qu'il y a, ou bien allez-y sur YouTube, sur notre chaîne, hein, Certification Coaching Center, c'est en live aussi là-bas. Alors, les attaques liées au STP. Le STP, c'est quoi? Le Spanning Tree Protocol, le fameux STP. Hein? L'un des protocoles que j'adore le plus. Le STP a comme rôle, les gars, de limiter les boucles qui peuvent arriver en réseau. Bon, pour aller rapidement dans le fonctionnement du STP. S'il n'y avait pas de STP, sachant que le switch, souvenez-vous des décisions 3F, flooding, filtering, forwarding. D'accord? Dans le flooding, imaginons si ce switch-là avait reçu une trame de ce PC et qui s'avère être une trame de diffusion. C'est bon? Le switch va prendre la décision de faire du flooding, donc 2 copies. Cette copie-là va faire le tour, revenir. Celle-là aussi va faire le tour inverse, revenir. C'est bon, ça c'est ce qu'on appelle une boucle. Et cette boucle-là est très néfaste sur le réseau parce que simplement, ça épuise les ressources du switch, la table MAC elle est instable, les PC reçoivent des multiples de copies de la même information. Donc, pour avoir une solution, le spanning tree est né. Le spanning tree, comment il fonctionne? Il va choisir un switch dans le groupe qu'il va considérer le switch référentiel. Le switch référentiel du réseau, c'est ce qu'on appelle le root bridge. Ce switch référentiel-là, il a toujours tous ses ports ouverts. C'est bon? Ensuite, les autres switches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun va choisir quel est le port le plus proche à ce switch référentiel. Donc, on a un petit bruit de quelqu'un. C'est bon? Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Par exemple, ce switch-là va dire, OK, moi, ce port-là va être ouvert parce que c'est le plus proche au root bridge. Celui-là aussi va dire, moi, j'ouvre celui-là. Et ensuite, ce switch-là a 2 choix. Soit il ouvre ce port ou celui-là. Tout dépendra de l'adresse MAC des switches qui sont connectés à lui. Et donc, il a pris la décision de fermer ce port. Donc, ce port-là sera dans un mode qu'on appelle le blocking. Alors, le résultat, c'est quoi? Si on fait du flooding, le même flooding de tout à l'heure, le paquet qui aura passé par là, une fois qu'il vienne ici, sera bloqué. Et donc là, on est parvenu à limiter la boucle. Donc, il y a un petit bruit venant de quelqu'un. Excusez-moi, je vais mute tout. Alors, donc, ça, c'est le fonctionnement du spanning tree. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en termes d'attaque? La première chose pour les attaques spanning tree, c'est quelqu'un qui essaie de détrôner le root bridge. Par exemple, j'ai 2 switches ici. Celui-là est le root bridge, c'est le switch référentiel. Ici, il y a un switch qui est connecté et il essaie de prendre le rôle du root bridge. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est stratégique d'être le root bridge dans le réseau? Parce que quand on est le root bridge en réalité, notre position, c'est comme ça. En réalité, bon, je vais dessiner cette topologie. Admettons, par exemple, je vais mettre les numéros pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon? Ce qui se passe, si jamais, par exemple, ce port-là était le root bridge, ce port sera ce qu'on appelle root port, et ça va être port ouvert. Port ouvert, excusez-moi, je pense qu'il y a un petit souci avec... voilà, voilà, heureusement pour moi. Alors, donc, je disais, si ce switch-là était le root bridge, donc ces 2 ports-là ce port-là sera ouvert.
celui-là aussi sera ouvert et ce port-là sera un port bloqué. Et donc, comment cette topologie-là qu'on voit ici en triangle sera représentée chez nous? Il va être représenté de cette manière. Par exemple, j'admets ça c'est S1, S2, S3. Donc, on va dessiner la topologie comme ça. S1 va se mettre comme racine. Il va dire, moi, je suis connecté à deux switches qui sont là. OK? S2 et S3. Et ensuite, il va mettre les ports. Donc, de chez moi, j'ai le port 2 qui est connecté au port 3 de S2. Et j'ai le port 1 qui est connecté au port 6 de S2. Donc, dans cette topologie-là, dans cette arborescence-là, ce link-là ne sera pas représenté. Le link entre S2 et S3. C'est bon? Donc, cela veut dire simplement quoi, les gars? Si j'étais un PC ici, et je veux communiquer avec un autre PC, donc un PC sur le S3, qui veut communiquer avec un PC sur le S2. Le seul et unique chemin possible, c'est quoi? C'est que le paquet passe par S1. Donc, cela veut dire que ce port-là, il est bloqué, donc je ne peux pas communiquer comme ça. Donc, je serai obligé de passer toujours par le root bridge. D'où l'importance du root bridge. C'est bon? Donc, si l'attaque parvient à devenir root bridge, cela veut dire qu'il y aura beaucoup de chances à ce que tout le trafic le traverse. Et il pourra naturellement faire son sniffing. C'est bon? Alors, comment il fait pour devenir root bridge? Selon le spanning tree, il y a une élection basée sur ce qu'on appelle le BID ou le bridge ID. Le bridge ID est composé par une valeur de priorité incluse entre 0 et 32 000 et 65 000 plutôt 535 ou 16 bits, hein, d'accord? Et la valeur au milieu, c'est la valeur par défaut. Donc, chaque switch par défaut a comme priorité 32 768. C'est bon? Alors, si les switches sont égalitaires en termes de priorité configurée, le switch qui aura l'adresse MAC la plus faible sera élu comme étant le root bridge. Et c'est ça le problème, en fait. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai des switches anciens qui ont peut-être des adresses MAC anciennes avec de faibles valeurs, si on suit le raisonnement, peut-être que le constructeur, la première carte qui sort avec le numéro 1, la deuxième avec le numéro 2. Si on supposait cela, cela veut dire que les anciennes cartes ont plus de chances de devenir root bridge. Et ça, c'est même un autre problème qui n'est même pas lié au problème de sécurité dont on parle. D'accord? Donc, anyway, l'attaque qui est là, il cherche à devenir root bridge en changeant sa priorité. C'est bon? Donc, quand il le fait, il va me détrôner. Et quand il me détrône, tout le trafic va regarder maintenant. Ce port est devenu le port bloqué. Donc, si j'avais deux PC qui sont connectés par là, comment ils vont communiquer? Ils vont communiquer via l'attaque parce que simplement, ce port est un port bloqué. La solution, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le root guard, les gars. Le root guard. Le root guard, c'est quoi? Si jamais le root bridge reçoit un BPDO, quand on parle de BPDO, c'est le message qui vient de spanning tree, qui le détrône, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque ce BPDO. C'est bon? Donc, cela veut dire que je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne me détrôner. Donc, où est-ce qu'on configure le root guard? On va le configurer sur les ports là. Les ports designated. Comme ça, si jamais celui-là envoie un BPDO qui contient une priorité qui va détrôner le switch root bridge, le vrai root de chez nous, le switch va lui bloquer l'accès pour rester lui-même le root bridge. Et quand il reste le root bridge, il n'y aura aucune chance à ce que ce port-là soit un port bloqué. C'est bon? Donc, administrateur réseau, si jamais vous décidez d'utiliser spanning tree, de le configurer parce qu'en réalité, il est là, il est fonctionnel par défaut. Beaucoup de gens laissent spanning tree fonctionner avec les valeurs par défaut. C'est doublement un problème. Doublement un problème parce que le switch référentiel doit être au moins dans les switches de distribution. Si vous êtes dans le schéma Access Distribution and Core, si vous êtes dans le schéma Core and Access Core Design, le root bridge doit impérativement être le switch core. C'est bon? Par contre, si on ne configure pas spanning tree, cela veut dire que n'importe quel autre switch peut devenir root bridge. Maintenant, si on décide de le configurer et on le précise, il faut aussi le protéger à travers le root guard. C'est bon?
Autre problème qui peut être lié à spanning tree, c'est que par exemple, je configure certains ports en port fast. Le port fast, c'est un port en fait qui saute les étapes de transition du spanning tree. D'accord? Peut-être on aura une session one day sur le spanning tree pour en parler d'une façon très détaillée. Mais si, par exemple, je mets un switch ici, je configure un port fast, je le connecte sur un PC, cela veut dire qu'à chaque fois que je connecte le PC, le port là, il est opérationnel directement, sans transition. Parce qu'en réalité, quand on connecte les ports de switch, il y a au moins une trentaine de secondes de transition. Les ports passent par le listening and learning avant d'être opérationnels. Mais le problème, c'est quoi? Ce gars-là, il peut déplacer son PC, mettre un petit switch et remettre le PC sur le nouveau switch. Le problème, c'est quoi? Le switch vient d'être connecté sur un port qui est port face. C'est-à-dire, c'est comme si Spanning Tree était désactivé sur ce port. Donc, il peut y avoir potentiellement un problème ici, un problème de boucle. D'accord? Et donc, pour éviter cela, on utilise ce qu'on appelle le BPDU guard. On dit au switch, ce port-là, c'est un port face. Il n'est pas supposé être connecté à un switch. Donc, si jamais tu vois un BPDU, sache qu'il y a un switch qui a été connecté sur le port et prends la décision de me bloquer ce port. Donc, c'est ce qu'on appelle le BPDU guard. C'est bon? Je pense qu'on s'approche à la fin, de la fin. Donc, on parle de, je pense que c'est les derniers attaques, les VLAN attacks. Une question, est-ce qu'on peut calculer selon le switch la taille maximum? On peut le savoir normalement sur certains shows communs ou sur les références de l'équipement. Donc, je peux en profiter et remonter un peu pour souffler. S'il y a un peu de questions, je vous donne aussi le temps de souffler un peu. Alors, il n'y a pas de questions. À ce niveau, est-ce qu'il y a une question liée au spanning tree, aux attaques du spanning tree, aux solutions, parce qu'on entame le dernier virage. Donc, on a 10 minutes qui nous restent. Alors, j'attaque les VLAN attacks. Les attaques liées au VLAN. Alors, les attaques liées au VLAN sont surtout des attaques liées au trunk. Vous savez tous, les gars, un port de switch a deux possibilités. Il peut être en mode access ou bien en mode trunk. Le trunk, c'est quoi? C'est un trafic qui traverse avec l'étiquette contenant le numéro du VLAN. Par exemple, il dit ça, c'est un trafic venant du VLAN. Maintenant, ma question est celle-ci. Par défaut, les ports sont dans quel mode? Sont-ils à access ou à trunk? Allez-y, je veux au moins 5 réponses avant de continuer. STP, c'est le Spanning Tree Protocol. Je veux 5 réponses, sinon je ne vais pas continuer. Donc, je vois access. OK? Les gars, vous avez tous tort. Par défaut, le port du switch, il est en mode auto. Il est en mode auto. C'est bon? Le auto là, c'est quoi? C'est un mode du DTP. C'est bon? Il faut savoir que le trunk peut être configuré de deux manières. D'une façon manuelle avec switch port mode trunk ou bien via le Dynamic Trunking Protocol. Donc, ce Dynamic Trunking Protocol a deux modes, le mode auto et le mode désirable. Auto, c'est un mode passif. Cela veut dire que si je suis auto, j'accepte toute sollicitation venant de l'autre côté pour qu'on fasse trunk, mais je ne prends jamais l'initiative. Donc, cela veut dire que s'il y a deux ports qui font face et qui sont configurés en mode auto, c'est comme deux jeunes, une jeune dame, un jeune garçon qui s'aiment, mais qui sont tous les deux timides. Personne des deux ne prend l'initiative. Ils se retrouvent dans un parc, chacun regarde l'autre, peut-être avec le coin de son œil, mais sans pour autant prendre l'initiative. Donc, il n'y aura jamais de discussion entre ces deux personnes-là. Ça, c'est les ports auto. Les ports désirables adorent l'initiative. C'est des preneurs d'initiative. C'est deux personnes qui s'aiment et qui sont vraiment des leaders, quoi. Ils prennent l'initiative. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ils vont se lever et naturellement, le trunking va avoir lieu. C'est bon? Donc, je répète ma question. Les ports de switch par défaut, ils ne sont ni access ni trunk, ils sont en dynamic
auto. C'est bon? Alors, Carlos, bonne illustration. D'accord, tu aimes les parcs, hein, apparemment. Alors, donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? Pourquoi naturellement, tout le monde avait pensé à Access? Parce que si ce port-là est DTP, oh, sorry, I'm sorry, hein? Si ce port-là est DTP, DTP Auto, c'est bon, Dynamic Auto. Le PC, comme il n'utilise pas le DTP, naturellement, il n'y a pas de négociation. Donc, s'il n'y a pas de négociation, le résultat, c'est Access. C'est clair? En fait, les ports de switch ont deux modes. C'est ce qu'on appelle l'administrative mode et l'operational mode. L'administrative mode, c'est ce qu'on a configuré. L'operational mode, c'est le résultat. D'accord? Donc, si ta réponse de tout à l'heure, tu voulais dire par Access, le operational mode, je suis d'accord avec toi. Par contre, il n'est pas le mode administratif. Le mode administratif, il est dynamique auto. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Et ça, je peux défier que 60% de beaucoup de réseaux que j'ai vus, les gens n'ont pas calculé ce point-là, que les ports, par défaut, ils sont en mode dynamique auto. Cela veut dire simplement quoi? En étant dans le VLAN 20, si les choses fonctionnent normalement, est-ce que quelqu'un dans le VLAN 20 a une chance de recevoir, par exemple, un message, un broadcast venant du VLAN 10? Je reprends, avant de même reposer la question. Je repose la question, mais donnez-moi l'opportunité d'éclairer une chose. En fait, avec les VLAN, si un switch reçoit un trafic, par exemple, venant de ce PC-là, qui est un trafic de broadcast, il se dit, OK, ce PC, il est associé à quel VLAN? Au VLAN 10. C'est un message de diffusion. Qu'est-ce qu'il va faire? En diffusant, il va juste diffuser vers les ports liés au VLAN 10 et le trunk. C'est bon? Donc, cela veut dire simplement quoi? Que il y a le broadcast qui va, le message broadcast qui va passer par là à travers le flooding. Arrivé à ce switch-là, il va dire, OK, j'ai reçu un flood, un message de broadcast, mais par contre, qui a quitté le VLAN 10, donc seul ce PC va recevoir le message. Donc, le message ne va pas sortir vers le port du VLAN 20. Maintenant, la question, je la pose. Y a-t-il une possibilité, sans le routage inter-VLAN, je parle du trunking ici, parce que le trunking, c'est la connectivité intra-VLAN au sein du même VLAN. Quelle est la chance pour ce PC du VLAN 20 de recevoir un trafic qui vient du VLAN 10, un broadcast venant du VLAN 10? Est-ce qu'il y a une possibilité? Yes, non, mettez en commentaire. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le PC du VLAN 10 de recevoir ce qui vient du VLAN 20 ou l'inverse? Il y a Aboubak qui me dit oui. Dans quelle situation cela arrive, Aboubak? Abdallah aussi dit oui. OK, j'ai Passerelle. Bon, j'ai dit oui, Passerelle, Carlos, mais je dis s'il n'y a pas de routage inter-VLAN, en fait, je parle de la communication. Je parle de la communication intra-VLAN. Dans la communication intra-VLAN, si je reçois un trafic du VLAN 10, je l'envoie simplement au port du VLAN 10, pas aux autres ports. C'est bon? Donc, du coup, aujourd'hui, l'attaque qui est ici, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je suis un gars du VLAN 10, mais je veux recevoir tout le trafic envoyé à tous les autres VLAN en étant un PC. Comment cela est possible? Est-ce que cela est possible? Je viens dans ton réseau, dans ton bureau. Tu me donnes un câble. Je me mets sur une prise libre qui a les configurations par défaut. Je me place là-bas en tant que PC. C'est bon? Naturellement, ce port était affecté au VLAN 10, par exemple. Est-ce que si le réseau avait le VLAN 10, 20 et 30, est-ce que moi qui suis connecté sur le port là, j'ai la chance, sans le routage inter-VLAN, de recevoir les trafics du VLAN 20 et 30 en étant sur le 10? Yes, non. Il n'y a aucune chance. C'est bon? Il n'y a aucune chance. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contourner cette limite? Je peux faire deux choses. C'est bon? Les deux choses sont, donc on va les aborder. Donc ça, c'est les attaques qui peuvent être liées au VLAN. C'est en exploitant d'abord le DTP. Regardez, je viens dans ton réseau, tu m'offres un port qui est par défaut en dynamique auto. C'est bon?
Tout ce que j'aurai à faire, c'est de configurer, avoir une application, par exemple, qui me configure ici un DTP désirable. Je ne touche pas ton switch. Je configure mon côté en DTP désirable. C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer? Si je configure en DTP désirable, désirable face à auto, le résultat égale trunk. Et cela veut dire quoi? Moi qui suis un visiteur de ton réseau dans le VLAN 10, je vais commencer à recevoir tous les trafics venant de tous les VLAN à travers le trunk. Simplement parce que tu n'as pas pris le soin de changer, n'est-ce pas, cette configuration par défaut. Donc, mettez noir sur blanc. Tous les ports qui sont supposés être des ports auto doivent être manuellement configurés en mode access, en mettant switch port mode access. C'est bon? Parce que quand je le configure en mode access, quelle que soit la configuration du port en face, on ne va jamais avoir du trunk. C'est bon? Donc, le trunk, en réalité, il échoue dans deux situations, quand les deux ports en face sont auto, ou bien l'un des ports est en access. C'est bon? Donc, ça, c'est la première attaque, et on a aussi la solution. C'est qu'on négocie via le DTP, le trunking, n'est-ce pas, pour avoir accès aux autres informations. Donc, la solution, c'est de configurer tous les ports connectés au PC manuellement en mode access. C'est bon? La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le VLAN hopping. Le VLAN hopping. Hop en anglais, ça veut dire sauter. C'est bon? Alors, le VLAN hopping, en réalité, c'est quoi? C'est d'être dans le VLAN 10, par exemple, admettons ici, VLAN 10, 10 et VLAN 20. D'accord? Imaginons si je suis dans le VLAN 20 et je veux accéder à cet équipement du VLAN 10 sans pour autant passer par le routeur. Est-ce que cela est possible? Allez-y, donnez-moi vos avis. Est-ce que c'est possible d'être dans le VLAN 20 et de communiquer avec quelqu'un du VLAN 10 sans pour autant passer par le routeur? Babalasan, dites-nous comment cela va être possible. Sans le VLAN hopping ou bien avec le VLAN hopping? Babalasan. Je peux être dans le VLAN 20, communiquer avec quelqu'un dans le VLAN 10. OK? Saut de VLAN, excellent. Donc, il le fera avec le saut de VLAN ou bien le VLAN hopping. D'accord? Et comment cela fonctionne? Vous savez tous, hein? La règle sur le trunk, c'est quoi? Le trunk, c'est un port dans lequel, quand une trame passe, on va l'étiqueter avec son numéro de VLAN. Donc, cela veut dire que naturellement, quand une trame quitte le PC10, le PC du VLAN 10, une fois au niveau du trunk, on va mettre le numéro, n'est-ce pas, de son VLAN, l'étiquetage, le tagging avec le 802 1Q ou le ISL. Donc, par contre, il y a une exception à cette règle. Quel est le seul VLAN, les gars? Le seul et unique VLAN qui peut traverser le trunk sans étiquette? Mettez-moi la réponse dans la discussion. Le seul VLAN qui peut traverser le trunk ou qui traverse le trunk sans étiquette. Excellent, c'est le VLAN natif. C'est bon? Le VLAN natif, dont il y a quelqu'un qui veut me rejoindre, c'est mon fils, hein, de 3 ans, il veut devenir peut-être admin système ou admin réseau. Il faut qu'on l'initie. Hein. Oui, excellent. Donc, le VLAN natif, c'est le seul VLAN qui traverse le trunk sans étiquette. Donc, cela veut dire quoi? Si jamais le VLAN 20 était le VLAN natif, qu'est-ce qui se passe? Quand le switch reçoit le trafic de ce PC, il voit que le VLAN, il est du VLAN 20 et que le VLAN 20 est le natif, le switch va acheminer cette trame sans étiquette. C'est bon? Alors, si l'autre switch reçoit une trame sans étiquette, il saura naturellement que ça appartient au VLAN natif. C'est bon? Maintenant, imaginons par hasard, je veux, moi qui suis ici dans le VLAN 20, qui est par chance le VLAN natif, je veux communiquer avec le VLAN 10 sans passer par le routeur. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un double tagging. Je crée une trame qui aura deux étiquettes. Je mettrai le 20 en out et le 10 en interne et ma trame est là. Et j'envoie ça au switch.
Le switch va recevoir cette trame et va dire, OK, j'ai reçu une trame venant du VLAN 20. Et le VLAN 20, c'est le VLAN natif. Le VLAN natif doit traverser le trunk sans étiquette. Qu'est-ce que je fais? J'efface le ID. How? Il efface. Mais il n'a pas vu qu'il y avait une autre étiquette à l'intérieur. Donc, il va acheminer la trame avec l'étiquette du VLAN 10, ce qui va permettre à ce VLAN 20 de communiquer avec le 10 sans pour autant passer par le routeur. C'est bon? Ça, c'est ce qu'on appelle le VLAN hopping. La solution, c'est quoi? La solution, never use VLAN 1. N'utilise pas VLAN 1. C'est-à-dire, il y a deux choses. En fait, il y a deux éléments qui ont permis à cette attaque-là d'être possible. Le premier élément, c'est le fait que l'utilisateur soit affecté à un port ou bien soit sur un port affecté au VLAN natif. Ça, c'est le problème, en fait. Donc, le VLAN natif doit en aucun cas, les gars, notez bien, être un VLAN d'utilisateur. C'est bon? Donc, on a deux solutions. On sait que le VLAN natif, par défaut, il est le VLAN 1. La première solution, c'est quoi? C'est de sortir tout le monde du VLAN 1 et le garder comme natif. Parce que si, par exemple, le VLAN 20 n'était pas ici le VLAN natif, cette attaque ne serait jamais possible. Parce que quand, par exemple, s'il y avait le VLAN 30 comme étant natif, on reprend le même exemple, on a deux tags ici, 10 et 20. Arrivé au switch, il va dire, OK, 20, tu n'es pas le VLAN natif, donc je l'achemine avec 20. Donc, il n'y a aucune chance de passer à un autre VLAN. Alors, donc, soit tu sors tout le monde du VLAN 1 et tu le gardes natif, ou bien tu changes le native VLAN à un autre VLAN qui n'est pas l'un des VLAN d'utilisateur. C'est bon? Donc, ça, c'est un peu par rapport au VLAN hopping. C'est bon? Par rapport à la première question qu'on avait réglée tout à l'heure. Donc, il faut vraiment désactiver. Bon, ça aussi, c'est une autre possibilité de disable VLAN tag. C'est-à-dire, je dis à mon switch, n'accepte pas sur un port access qu'un gars t'envoie quelque chose étiqueté. C'est bon? Ça aussi, c'est une belle solution, n'est-ce pas, du VLAN hopping. C'est bon? L'autre chose, c'est que tous les VLAN traversent le trunk sans étiquette. Et ça, c'est une autre façon de dire que considère un autre VLAN. Des fois même, on considère un VLAN fictif comme ça, qui est affecté à aucun utilisateur comme étant le VLAN natif. C'est bon? Donc, on est presque à la fin. Donc, c'est le dernier slide. Donc, les best practices, OK? Il est toujours important, n'est-ce pas, d'avoir dedicated VLAN pour le natif. Les ports non utilisés, les gars, il faut non seulement les désactiver, mais à la limite, si on ne le fait pas, configurons-les tous en mode access. C'est bon? Il ne faut pas utiliser VLAN 1, n'est-ce pas, pour le VLAN natif. Il faut désactiver tout le temps le DTP. Comment on le désactive? C'est en faisant switch port non negotiate. Switch port non negotiate. Donc ça désactive le DTP, n'est-ce pas? Il faut explicitement configurer ton trunk. Donc ça, c'est le mode manuel, donc ne dépend plus du DTP. Et tout là, ce que je n'ai pas dit dans cet exemple-là, où j'ai réussi à négocier le trunk, je peux faire même pire que de recevoir tous les trafics de toi. Je suis ici, je suis un nouveau switch, je viens dans ton réseau, hein, je me connecte, soit sur un PC avec une application, qui peut faire du DTP, ou bien j'ai un switch réellement connecté. Je peux faire désirable chez moi, et donc, naturellement, tu as auto par défaut, le port maintenant est devenu trunk. Je peux utiliser le VTP, surtout dans la version 2 du VTP. Et tu vas trouver que beaucoup de gens aussi n'utilisent pas le VTP et ne prennent pas le temps aussi de le sauvegarder. Donc, on peut même le considérer l'une des attaques des VLAN. Le VTP, le problème, c'est quoi? Quand le VTP est laissé à sa configuration normale, il y a ce qu'on appelle le nom de domaine du VTP. Il est par défaut nul, c'est-à-dire il n'y a rien, néant. Par contre, si jamais un autre switch vient me proposer d'être avec lui dans les DTP, tous les switches par défaut, il accepte. Et c'est ça qui est grave. Cela veut dire que une fois que le trunk est négocié entre toi et moi, je vais simplement créer mon VTP ici. VTP domaine, je mets par exemple 3C.
D'accord? Et je commence à créer des VLAN fictifs qui n'ont rien à voir avec tes VLAN. Jusqu'à avoir un configuration revision qui est un numéro sur le VTP qui dit quel switch a l'information la plus récente. Et donc, si j'arrive à faire ça, je vais demander à ton switch de remplacer sa liste de VLAN par les VLAN que je viens d'avoir. Et en une fraction de seconde, je peux effacer tous les VLAN de ton réseau et tous les utilisateurs tombent. Tout ça parce que simplement, tu as laissé les ports en mode auto. Tout ça simplement parce que tu n'as pas pris la peine de protéger ton réseau avec la configuration BTP. Les gars, si vous décidez de ne pas utiliser les BTP, il faut configurer tous les switches en mode transparent. BTP transparent. OK? BTP mode transparent. Comme ça, aucun autre switch ne va venir les imposer une liste de VLAN. C'est bon? Donc, c'était tout, les gars, pour cette session. Donc, on vient, je pense, de boucler. On a dépassé un tout petit peu. Je pense qu'on a fait 55 peut-être minutes. Alors, vous avez des questions? Quel moment nous saurons que notre réseau a été attaqué? Bon, attends, à travers le monitoring. À travers le monitoring. L'une des... je dirais, le quotidien même d'un administrateur, c'est vraiment le monitoring. D'accord? Donc, on va essayer même d'avoir... Tout à l'heure, on va parler des projets. On va parler des projets, de vos projets déjà en termes de capacitation et tout. Mais il est important quand même de renforcer vos capacités, surtout dans le monitoring. Le lien pour le Kali, OK, d'accord. Je vous envoie tout ça, Inch'Allah, sur le mail. Donc, je note ça. Donc, vous voulez le lien sur le Kali? Vous voulez quoi d'autre là? Mettez-moi tout ce que vous voulez, les gars. Tout ce que vous voulez, mettez-le moi dans le chat. OK, le chat, je l'aurai parce que la session, elle est enregistrée. Après, par un seul mail, je vous enverrai tout. OK, vous voulez aussi la vidéo Insta, d'accord. Donc, est-ce que vous avez une question? Je remonte le fil de la discussion. Mode négocié désirable. OK, le mode... Est-ce que les gars, vous avez 2 minutes? Comme ça, je vous montre sur Packet Trace comment le désirable auto fonctionne. Ou bien ça va, vous avez tout compris? OK, il veut une session spécialement sur le Kali, même si c'est payant, d'accord? OK, on va réfléchir sur ça. Félicitations. Vous voulez que je fasse une petite démonstration? OK, d'accord. Donc, donnez-moi le temps. Je vais juste arrêter le partage pour repartager mon écran Packet Tracer. Donc, je vais lancer le Packet Tracer. Alors, je lance Kali avec GNS3, d'accord? Donc, je lance le Packet Tracer. Pendant ce temps aussi, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Alors, donc c'est bon. Je partage nouvellement mon écran. Oups. Where is it? Non. Alors, nouvel partage. Je partage tout mon écran. Voilà. Donc, vous voyez le Packet Tracer. Donc, je vais mettre 2 switches. OK. Et je mets 4 PC. Et j'ajoute un 3e switch. Donc, rogue. Donc, ça, c'est un switch qui n'est pas supposé être là. C'est bon? Alors, je vais un peu mettre de l'ordre. J'adore mettre de l'ordre dans mes topologies. OK, PC1 et PC3, ils sont dans les VLAN. Donc, je vais considérer que j'ai 2 VLAN, le VLAN 10 et 20. Donc, je vais venir connecter. Alors, je connecte les ports 1 au port 1. C'est bon. Ensuite, le PC1, je le connecte sur le port 10. Le PC0, je le connecte sur le port 20.
Pareil ici, le chiffre impair sur le port 10, chiffre pair sur le port 20. C'est bon? Alors, un peu d'ordre, tac, tac, tac. Alors, c'est bon? Donc, je considère qu'ici, on a le 192, 168.10.1. Donc, je prends ça, 10.2, il est dans son VLAN. Sorry, hein? Le 20.2. Ici, le 20.1. D'accord? Alors, donc je vais mettre les adresses IP sur la config. OK, celui-là, c'est 20.1. C'est bon, je n'ai pas besoin de mettre le gateway. Donc, celui-là, c'est 10.1. OK. Ce PC, c'est 10.2. Et dernièrement, ce PC, c'est 20.2. Alors, maintenant, je vais créer les VLAN sur les switches. Donc, enable, j'ai agrandi un peu ma fenêtre. Donc, conft, hostname, S1. Donc, c'est 0. Alors, do show VLAN déjà. On voit naturellement, il faut que j'agrandisse ça. Donc, vous voyez, hein, tous les ports, ils sont dans le VLAN 1, ce qui est normal. En fait, je crée les autres VLAN, VLAN 10, entrée, VLAN 20. C'est bon? Et je viens, je fais interface FA 010, switch port mode access. Là, je le fixe, hein? Access. Switch port access VLAN 10. Ensuite, je viens sur le port 20. Je fais pareil, mode access, donc manuellement, et je l'affecte au VLAN 20. D'accord? Ensuite, je vais aller sur le port 1, je le configure en mode trunk, switch port mode trunk. Bon. Ensuite, switch port trunk, native VLAN 30 par exemple. OK? Donc, j'ai fini avec le premier switch. Regardez, il me dit qu'il y a un problème au niveau du VLAN, au niveau du spanning tree. Donc, c'est lié à... Parce que je n'ai pas encore configuré le switch. Donc, hostname S1. Donc, interface, je vais aller rapidement configurer ce port en mode trunk, switch port mode trunk, et switch port trunk native VLAN 30. Donc, mon VLAN 30, c'est le VLAN natif. Donc, je vais changer. Je configure le VLAN 20 comme étant le VLAN natif. Je vais après vous montrer une chose. Donc, je viens ici. Il me dit native VLAN mismatch, hein, parce que je viens de changer l'autre côté. Il me dit ici, c'est 30, alors que l'autre est 1. Donc, je change le VLAN natif, je le mets à 30. À 20 plutôt. C'est bon? Alors, donc, partout, on a le VLAN natif à 20. Alors, je pense que, ouais, ça me reste d'affecter les ports. Donc, interface FA010, switch port access VLAN 10. Le fait de dire switch port mode access, ce n'est pas impératif, hein, pour affecter le port au VLAN. Hein, on le fait simplement. Regardez, je n'avais pas encore créé les VLAN. Donc, quand j'ai essayé d'affecter les ports, il crée les VLAN en même temps. Donc, c'est possible aussi de créer les VLAN de cette manière-là. Donc, pour vérifier, do show VLAN, tac. Donc, on a, oui, la preuve ici, le VLAN 10 et 20. Le port 10, il est dans le VLAN 10, le port 20, il est dans le VLAN 20. Donc, do show interface trunk. Et le trunk est bien opérationnel sur le port 1. OK. Et le VLAN natif, il est le VLAN 20. Tous les ports VLAN sont autorisés à traverser le trunk.
Alors, donc jusque-là, tout est nickel. Je peux espérer le ping entre ce PC 0. OK. Il peut pinguer normalement son homologue 192.10.2. Tac, tac, tac. On attend. Alors, premier test, non réussi. Deuxième, non réussi. Troisième, non réussi. What's wrong? Ah, en fait, ça, c'est le PC du VLAN 20. C'est normal que ça ne puisse pas pinguer. Donc, IP config, voilà, il est du VLAN 20. Donc, il peut pinguer celui qui est dans le même VLAN que lui. Donc, 20.2. Voilà, ça ping naturellement. C'est bon? Alors, on va aller dans le mode simulation. Je vais vous montrer une chose. Je fais Edit Filters. En fait, avant Edit Filters, je clique sur Show All None, je décoche tout et je coche simplement le ICMP. OK, je retourne sur le ping de tout à l'heure. J'envoie un ping. Capture and forward. Alors. J'espère que mon paquet de NSS ne va pas fermer. Je lui donne le temps. Le deuxième nom de paquet de trace, c'est faut pas forcer. J'espère juste que... Voilà, merci bien. J'ai bien écouté mon paquet de trace, donc c'est bon. Alors, regardez bien. La trame qui quitte ici le PC. Donc, je fais Capture and Forward. Je vais vous montrer la trame avant et après, à l'entrée et à la sortie du switch. Regardez, donc je retourne. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, inbound. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Donc ça, c'est la trame à l'entrée. Regardez donc, destination MAC, source type, data FCS. Il n'y a aucune information ici liée au VLAN parce qu'un port access n'a aucune connaissance en fait, je veux dire, un port access qui est connecté à un PC, cela veut dire que le PC n'a aucune connaissance de l'existence des VLAN. Mais regardez, outbound, quand le trafic sort du switch, regardez, ça sort aussi sans étiquette. OK? Destination MAC, source type, data FCS. C'est bizarre. OK? On va voir pourquoi. Les informations du VLAN 20 traversent le trunk sans étiquette. D'accord? On va voir est-ce que cela arrive aussi pour ceux du VLAN 10. On va faire le ping aussi. On vient ici, on fait le ping 192.168.10.2. OK, le ping passe naturellement. Je vais aller sur le simulation mode. Je répète le ping. Et on va voir cette fois-ci qu'est-ce qui va arriver. Alors, on double-clique sur l'enveloppe au niveau du switch. Oh, on va faire son cinéma. Alors, donc, à l'entrée, même chose, source type, data, FCS, mais à la sortie, il y a ce qu'on appelle le TPI. Tag Protocol Information, et j'ai ici TCI. Tag Control Information, et j'ai le chiffre hexadécimal 000A qui équivaut au VLAN 10. Donc, cela veut dire qu'ici, le VLAN 10 traverse le trunk avec étiquette, mais par contre, le trafic venant du VLAN 20, lui, il traverse le trunk sans étiquette. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi le VLAN 20 traverse le trunk sans... Merci bien, parce que simplement, il est le VLAN natif. C'est bon? Alors maintenant, je vais retourner sur le real time. OK, il y a un petit bruit. Tous. Alors, regardez bien. Je viens dans ton réseau. Je te dis, est-ce que tu as un port libre? Tu me dis, oui, d'accord, mets-toi sur le port 4. Je me mets sur le port 4. D'accord? Maintenant, quel est l'état du port 4 chez toi? On fait un show. Show interface FA04 switch port. Qu'est-ce qu'on a? Administrative mode, c'est dynamic auto.
C'est bon? Donc, cela veut dire que les ports, par défaut, ils sont dynamic auto. Operational mode, le mode opérationnel, c'est status access parce que simplement, il n'y a pas de négociation. OK, Johnny, je dis ça, c'est une excellente chose. Moi qui suis un switch bizarre là, dans ton réseau, je viens sur mon côté. Oups, CTRL SHIFT 9. Enable config. Qu'est-ce que je fais? Je viens simplement interface FA01. Je fais simplement switch port mode trunk même. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. OK? Quand je termine de faire ça, do show interface trunk, j'ai réussi de faire le trunking avec ton switch sans pour autant le toucher. Cela veut dire qu'à cet instant T-là, mon switch va recevoir tous les trafics venant de tous les VLAN. C'est bon? La deuxième chose, c'est quoi? Je vais venir faire mieux. Je vais venir faire tac. Regardez, je vais vous montrer l'état du VTP. OK? Show VTP status. Vous avez quel état? Vous avez la version 2 et le nom de domaine, il est libre. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais VTP domaine 3C. Entrée. D'accord? Et je viens sur le switch qui est ici. Je regarde. Show VTP status. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient d'hériter du autre domaine. C'est-à-dire, il vient d'être dans le même domaine VTP que moi. D'accord? Qui suit l'attaque. Et le configuration revision qu'il a, c'est 2. Cela veut dire que c'est un chiffre qui est modifié quand il y a une évolution au niveau des VLAN. Actuellement, les VLAN qui sont dans le réseau, c'est le 10 et 20. Qu'est-ce que je fais? Une chose très intéressante. Je dis VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Non. VLAN 10. Non. VLAN 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez déjà, tous les ports, ils sont à orange. C'est bon? Ça veut dire quoi? Que quand je viens ici, je fais show VLAN. Je ne retrouve plus mes VLAN 10 et 20. J'ai les VLAN qui viennent de l'attaque. C'est bon? Et comme les ports étaient affectés à des VLAN qui ne sont plus disponibles, les ports, ils sont en mode inactif. C'est bon? Donc, quand je viens ce port-là, je pense que c'était le port 10. Je viens, je fais show interface FA010 switch port. Il me dira inactif. Donc, cela veut dire qu'en une fraction de seconde, tout le réseau devient, n'est-ce pas, indisponible. Alors, donc, la solution ici, c'est quoi? Pour que cette manœuvre puisse être impossible, la première chose que le gars devrait faire déjà sur tous ces ports non utilisés, c'est de venir dire, OK, interface, range, FA01 jusqu'à 24, switch port, mode access. C'est bon? Parce que quand il fait ça, cela veut dire que je ne pourrai plus négocier le trunk à ce niveau-là. C'est bon? Donc, do show interface trunk. Il l'a toujours. Regardez. Je vais faire une chose. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre par exemple sur le port 3. C'est bon? Et ensuite, je viens, je fais conf t, interface range, FA0. Ah, pas FA01, normalement, je commencerai par le 2. 24 par exemple, switch port mode access. C'est bon? Et ensuite, le gars là, qui est sur le port 3, OK, il essaie de faire son cinéma. Donc, OK, donc interface, bon, c'est déjà fait hein, sur le port 1, je pense, de Showrun pour vous montrer qu'on a toujours switch mode trunk. C'est bon?
Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais do show interface trunk? Okay. De mon côté, je le vois en trunk, mais ici, rien ne se passe. OK, do show interface trunk. OK, donc le seul trunk que j'ai, c'est le port qui me lie à l'autre switch. Donc, cela veut dire que je lui empêche de passer au trunk. Et l'autre chose que le gars aurait fait, c'est de faire VTP mode transparent. Donc, avec le VTP mode transparent, OK, cela veut dire que même si tu réussis à faire le trunk, tu ne vas quand même pas m'obliger ta liste de VLAN. C'est bon? Donc, c'était tout pour cette démonstration. Je pense qu'on a bien compris. Alors, peut-être pour terminer, je vous demanderai vos projets. Avez-vous des projets de formation, de projets de capacitation, de certification? N'hésitez pas à écrire sur le chat. Bon, comme vous le savez, 3C est là pour vous accompagner à la certification. Notre ambition en Afrique, c'est de rendre accessible la certification. C'est bon? On le fait à travers beaucoup d'efforts, à travers des remises allant de 30 à 50% pour les particuliers avec des facilités de paiement. La possibilité d'avoir des classes hybrides, des apprenants au Sénégal, d'autres qui ne sont pas au Sénégal, de faire des classes exclusivement en ligne avec vraiment des tarifs intéressants. Tout ça dans notre politique de rendre accessible. Donc, si votre entreprise paye, vous allez payer normalement sans la remise. Mais si vous payez vous-même, en tant que particulier, notre politique, c'est vous rendre la certification plus accessible. Donc, il y a des sessions qu'on a programmées, le CCNA. Par exemple, pour les particuliers, il y a une session qui doit démarrer le 17. D'autres aussi sessions sont programmées en version face, en 5 jours de formation avec une partie à distance. D'accord? Donc, ce qu'il faut juste comprendre à 3C, c'est qu'il y a deux formules. Il y a la formule Bridge, qui sont les formations pour les particuliers et étudiants. Généralement, c'est des formules extensives, 3 fois par semaine, cours de week-end et tout, pour le CCNA. Et ensuite, pour ceux qui veulent faire vraiment des séminaires intensifs, le CCNA, c'est 5 jours selon Cisco. C'est bon? Au-delà du CCNA, on a une session sur le CCNP encore, parce qu'il faut savoir, les gars, qu'il est possible d'être CCNP sans pour autant être CCNA désormais. Donc, on peut directement s'inscrire à une session CCNP encore, valider. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pour devenir CCNP, il suffit de réussir 2 examens simplement, le ENCORE et le NRC. Et mieux, n'importe quel examen des deux est déjà un examen certifiant en soi. Cela veut dire que si on réussit le ENCORE, on a ce qu'on appelle le Cisco Certified Specialist Enterprise Core. Donc, ça, c'est des sessions en séminaire, le 17 mai, OK, qui est une session confirmée. Et généralement, dans nos séminaires, il y a beaucoup d'apprenants qui viennent de l'étranger. Il y aura quelqu'un qui nous viendra de la Guinée pour la session du 17. Et il y a aussi une session programmée pour le 14. Le même encore aussi est programmé en cours du soir pour les particuliers pour le 22 du mois de mai. Par ça, c'est le NRC qui est prévu pour le 21 juin. Le NRC, c'est comme le Advanced Routing, quoi. Donc, tout ce qui est routage avancé, on le verra ici. C'est bon, le 21 juin en séminaire. Alors, donc, c'était tout, les gars. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à... Je vous mets le lien rapidement sur le chat. Je pense, oui, on a un lien qui est coachingcenter.net/webclass. Donc, à travers ce lien-là, il y a un formulaire. Cliquez sur le formulaire en bas et laissez-nous vos coordonnées. OK. Pourquoi ça n'écrit pas? Envoyer à tout le monde. Voilà. C'est bon? Sinon, vous pouvez me joindre directement sur mon WhatsApp 254 60 49. Si vous avez, par exemple, des conseils à demander concernant votre orientation et tout, vous pouvez m'écrire directement sur mon WhatsApp 254 60 49. Sinon, la chargée du programme Bridge, c'est Audrey, avec le 77 pour ceux qui ne sont pas du Sénégal, plus 221 77 860 95 17. Un deuxième numéro, plus 221 77 860 95 19. OK?
On prévoit, les gars, pour ceux qui ne sont pas du Sénégal, une caravane qu'on appelle la caravane certifiante de 3C. On va tourner parce qu'on vient d'avoir l'accréditation de PersonView, d'avoir un centre de test mobile. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a la capacité d'aller dans n'importe quelle région, d'aller dans n'importe quel pays et organiser le passage d'examen de certification informatique d'une manière générale, et Cisco précisément. Donc, attendez-nous, n'est-ce pas, dans le deuxième semestre de l'année, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, en Guinée, au Mali. Hein. Si on ne cite pas votre pays, vous pouvez aussi mettre ça en commentaire. Pour les bourses du ThrivePT, vous pouvez aller sur le site de ThrivePT. D'accord? Et Djibouti, j'ai fait une formation pour Annecy. C'était il y a 2 ans. C'était intéressant. C'est un pays que j'ai adoré. J'ai fait 2 semaines. C'était avec Global Knowledge. Oui, Gabon. Gabon aussi, on va venir. Hein? On va venir au Gabon. N'hésitez pas, hein? Gabon, Djibouti, écrivez-moi sur mon WhatsApp sur le 221 77 254 60 49. C'est bon? Donc, du coup, c'était tout, les gars, pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir. Je vous remercie de votre attention. Vous avez été un public agréable. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Et attendez le replay, attendez les liens à travers les mails. Je vous remercie.